Bonjour, ça va? Bienvenue. Il y a le vent qui s'écrase contre la vitre à côté, mais... De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'une civilisation qui est plutôt connue tout en étant assez méconnue en même temps. Oui, alors parce que vous avez déjà deviné de quelle civilisation on va parler au vu du titre de la vidéo, forcément c'est facile aussi au bout d'un moment. Mais c'est quand même intéressant de commencer par une introduction, parce que du coup on va parler de l'Antiquité, et pendant l'Antiquité on a surtout tendance à penser à l'Empire romain, aux Grecs, quelle que soit leur période, aux Perses, aux Égyptiens, à la Chine. C'est des civilisations qui parlent, parce que c'est un peu les poster boys. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est les personnages principaux, les plus documentés, sur lesquels on a le plus d'informations. Il y en a bien d'autres, bien entendu, mais voilà. Ce dont on va parler, à contrario, jusqu'aux années 20, et ça s'est encore accéléré après, pendant les années 50, on n'avait pas plus d'infos que ça sur eux, à part sur des sources bibliques. Les sources bibliques, c'est très intéressant pour démêler le vrai du faux, mais ce ne sont pas des sources qui sont extrêmement pertinentes au final. Du coup, aujourd'hui, on va parler des Phéniciens. Les Phéniciens, c'est qui? Les Phéniciens, c'est un peuple qui a vécu dans le Levant. Le Levant, c'est le Liban moderne. C'est aussi quelques petites parties de la Syrie et de l'Israël/Palestine. Donc c'est une zone assez petite, mais c'est toutefois une zone très intéressante, surtout au vu de leur histoire et de ce qu'ils nous ont légué. Aujourd'hui, le problème qu'on a avec eux, c'est qu'on a peu de documents. C'est un des principaux problèmes. Il y a des documents écrits. Quand je parle de documents, c'est pas du papier, hein. Des inscriptions sur des sarcophages, sur des bols, sur des poteries, ce genre de choses. On a aussi quelques traces de temples, de nécropolis, bref. On va parler de tout ça plus tard, mais en attendant, il est nécessaire de comprendre qu'aujourd'hui les Phéniciens, c'est une civilisation dont on connaît assez peu de choses au final. Vous verrez après cette vidéo qu'on c'est plus que ce que je vous vends actuellement. Donc l'objectif de la vidéo forcément, c'est de vous donner un maximum d'informations sur les Phéniciens. J'ai volontairement écarté certaines informations que je ne jugeais pas forcément pertinentes, à savoir que cette vidéo-là, elle est principalement désignée pour des gens qui sont à un niveau débutant. Je ne dis pas ça de manière dédaigneuse, hein, loin de là. C'est simplement pour des gens qui ont une curiosité, qui veulent en savoir un peu plus sur l'histoire, quelle qu'elle soit. Elle est aussi, bien sûr, désignée, elle cible aussi des personnes intermédiaires, je dirais, qui connaissent un petit peu déjà les Phéniciens, qui ont lu 2-3 documents, mais qui aimeraient en savoir un petit peu plus. Et je pense que les experts sont ceux qui sont le moins ciblés, et pourtant, vous pourriez peut-être trouver des choses que vous n'aviez pas, à moins que vous soyez un des auteurs que je vais citer en personne, auquel cas, désolé, j'ai rien à vous apprendre. C'est aussi simple que ça. Et c'est ok. Ça va être le but des vidéos qui suivront, bien sûr, après, en quelque sorte, vulgariser et vous proposer le plus important. Pour que derrière, vous puissiez vous dire, bah, ok, intéressant, j'ai appris un nouveau truc aujourd'hui. Vous pouvez aussi, bien sûr, mettre cette vidéo pendant que vous faites le ménage, faites vos devoirs, vous avez besoin de dormir. Voilà, à vous de choisir. En tous les cas, vous êtes les bienvenus. Et je suis heureux et reconnaissant que vous soyez là. Ça fait beaucoup, là ça fait beaucoup. Vous me dites quand ça fait trop. Hein. Donc, ce qui est important de se poser comme question avant vraiment aller dans l'origine et dans tout ce qui caractérise ce peuple, c'est intéressant de se poser la question de qui ils étaient vraiment. Qui étaient les Phéniciens? On va commencer très très simplement par une citation que j'ai pu prendre d'un des livres que j'ai utilisé pour mes recherches. Donc j'ai utilisé en tout 5 livres. Je ne les ai pas lus complètement avant de... Je préface un petit peu quand même. Je les ai pas lus complètement parce que ça m'aurait pris beaucoup de temps. Néanmoins, il y en a un que j'ai lu plus que les autres, que je vous présenterai après. Les 4 que j'ai eus, ils sont au-dessus de mes mains. Ces 4 livres-là sont tous... sont pour 3 d'entre eux très intéressants, parce qu'ils
traite des Phéniciens en détail. Il y en a un qui parle d'une théorie très intéressante sur l'origine des Phéniciens, et qui fait justement le lien avec la citation que je vais vous donner juste après. Le quatrième livre, celui écrit par Monsieur Holst, ce titre-là, oui je l'ai oublié, désolé. Lui il raconte plus un héritage, comme c'est marqué dans le titre. Merci Captain Constate. Étant donné qu'il raconte plus un héritage, il va moins dans les sources historiques. Je ne le savais pas quand j'ai acheté le livre, je m'en suis rendu compte un peu plus tard. Donc je me suis pas trop basé sur lui quand même. Je me suis même, pour ainsi dire, pas du tout basé sur lui. Par peur de faire des faux pas. Par contre, celui que j'ai vraiment utilisé, c'est... Bien sûr qu'il était prêt, tu crois quoi? Mon verre d'eau il est pas prêt, mais mon livre il est prêt. Les priorités. Donc ce livre, c'est un... Alors, ils appellent ça The Oxford Handbook of the Phoenician and Punic Mediterranean, donc qui pourrait se traduire par Handbook, le livre de main. Basiquement, c'est le livre d'Oxford sur la Méditerranée des Phéniciens et de la civilisation punique. La civilisation punique, pour ceux qui le savent, vous parlez pas. Je vous regarde. On va y revenir plus tard, parce que c'est quelque chose de très connu. Donc la citation, c'est la suivante. Je vais vous la traduire littéralement pour que ce soit plus simple, parce que c'est marrant aussi pour moi. La citation qui a été écrite par Ernest Gellner est la suivante. Le nationalisme n'est pas l'éveil des nations à leur propre conscience, il invente des nations là où elles n'existent pas. Cette citation a été prise par Josephine Quinn dans son livre In Search of the Phoenicians, donc à la recherche des Phéniciens. Et pour moi, ça s'accorde parfaitement aux Phéniciens. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des États, le Liban, en quelque sorte, reprend le mythe phénicien pour l'accorder présentement aux Libanais, au peuple libanais. En soi, c'est pas une mauvaise idée. Sauf que historiquement, c'est un peu faux. Les Phéniciens, ils n'ont jamais existé en tant que tels. Et c'est ce que Josephine Quinn, elle a poussé dans son livre que je viens de citer, c'est que les Phéniciens, maintenant on le sait, ne se voyaient pas comme une nation unifiée. Si on pose la question aujourd'hui à un Phénicien d'où il vient, est-ce qu'il vient de Phénicie, il dira simplement qu'il vient de Tyr. Il s'appellera « Je suis un tel de Tyr ». Aussi simple que ça. Donc, aujourd'hui, on le sait, hein, que les Phéniciens se désignaient par le nom de leur ville et non par une nation en entier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le mythe, pour moi, je le considère comme un mythe, cette histoire de Phénicie, parce que ça n'a jamais vraiment existé. Ça a été défini par des civilisations externes, les Grecs notamment, parce qu'ils ont fait simplement un lien entre les deux. Ils ont vu que généralement des gens venaient de ce pays-là et avaient pour trait telle compétence, donc ils étaient des Phéniciens. La compétence en question, c'est qu'ils étaient des très très bons navigateurs. Ça, on le sait pratiquement tous. Tous ceux qui sont un peu versés dans l'histoire et dans l'histoire de l'Antiquité, à mon avis, savent que les Phéniciens étaient d'excellents navigateurs selon les Grecs. Aujourd'hui, Josephine Quinn, dans son livre, parle de supposition ethnique, ou ethnic assumption, clairement en anglais. La supposition ethnique, c'est quoi? C'est un terme qui désignerait des gens qui vont catégoriser des peuples en fonction de langues communes, de pratiques communes, de rituels communs, et parfois de religions communes. Des exemples très plus parlants à mon avis aussi pourraient être cette supposition ethnique qui a été faite par les colons belges entre les Hutus et les Tutsis en Ouganda. Je vous laisse vous rappeler ce que ça a donné il y a quelques années. L'autre exemple, un peu moins, quoique à certains niveaux on ne sait pas, les Cosaques. Les Cosaques étaient vus comme un peuple différent, c'était simplement des Russes. C'est pas volontaire, je pense, la plupart du temps. Dans certains cas, ça peut l'être, dans d'autres, ça ne l'est pas. Dans le cas des Phéniciens, c'est simplement parce que les Grecs voyaient ces excellents navigateurs passer à chaque fois pour échanger, faire du commerce, et à chaque fois ils revenaient vers leur cité. Et ils ont considéré donc qu'il y avait un pays là-bas, qui s'est appelé la Phénicie.
C'est tout, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, c'est intéressant, ce qui est bien, c'est qu'avec les outils modernes, on peut se rendre compte que c'était pas du tout le cas. Et c'est parfait, parce que ça, juste on avance. Pour aider dans le cadre de cette vidéo, et pour quand même, de manière générale, soulever un truc, aujourd'hui, on appelle toujours ces cités-états du Levant des Phéniciens. Parce que ça nous aide déjà d'une à les repérer comme tels sur une carte. Et au-delà de ça, maintenant qu'on connaît exactement leurs origines, on peut quand même utiliser le terme tout en sachant que ça restait des cités un petit peu différentes. Dans l'ensemble, elles avaient beaucoup de pratiques qui étaient très semblables. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Si ça ne l'est pas, c'est que je suis quelqu'un qui explique mal, ce qui est tout à fait possible. Donc, comme je vous ai dit, ils préféraient se faire appeler les Phéniciens. Je suis un homme ou une femme de Tyr, de Sidon, de Byblos, de Beyrouth. Au-delà de ça, c'est intéressant de savoir quand ils ont vraiment vécu les Phéniciens. Ils ont vécu de 1550 avant Jésus-Christ jusqu'à 300 avant Jésus-Christ environ. Sur des périodes où ils ont été à peu près indépendants, sur la période la période la plus précoce, ils existaient mais pas réellement en tant que peuple distinct. Et ce qu'ils nous ont laissé, du coup, c'est quand même un héritage assez intéressant parce qu'ils nous ont laissé cet héritage ce souvenir de la navigation dont ils étaient des experts. Par là même, ils ont beaucoup colonisé dans la mer Méditerranée, parfois même au-delà, on le verra plus tard. Ils nous ont laissé aussi Carthage, ils ont fondé Carthage. Donc c'est pour ça que je parlais de civilisation punique. La civilisation punique, ça désigne Carthage et ses possessions. Carthage était plutôt étendu, il y avait la Sicile, il y avait une partie d'Espagne. C'était plutôt étendu, dans la Méditerranée en tout cas. La dernière chose dont je voulais parler qu'ils nous ont légué, c'est l'ancêtre de l'alphabet moderne. Les Phéniciens étaient les premiers en quelque sorte à créer une nouvelle forme d'alphabet qui se différenciait des hiéroglyphes et de l'écriture cunéiforme de l'époque. Et les Grecs s'en sont inspirés, et de fil en aiguille, c'en est venu jusqu'à nous aujourd'hui. On utilise une forme totalement réformée et moderne de l'alphabet phénicien d'origine. C'est super cool, c'est super intéressant, c'est passionnant même. Bon, je crois qu'on est prêt, on est parti, on embarque, hein, on va passer au premier. Alors, les origines des Phéniciens, c'est quelque chose qui était quand même assez débattu il y a quelques années. Je pense qu'aujourd'hui ça ne l'est plus tant parce qu'on est sûr de leurs origines quasiment. On a 4 théories. Les doigts sont pas... On a 4 théories. La première, elle vient d'Hérodote, donc c'est la plus ancienne. Il a soulevé l'hypothèse que les Phéniciens venaient de la mer Rouge. Il n'y a pas vraiment plus d'infos là-dessus, on sait qu'aujourd'hui c'est faux, il n'est pas de la mer Rouge. La deuxième théorie, elle vient d'un homme qui s'appelle Gerhard Herm. Gerhard Herm, qui lui a proposé que les peuples de la mer, on en parlera un jour, je vous promets, ça je vous le promets, les peuples de la mer auraient conquis les cités-états de la côte du Levant et auraient par le fait même en fait créé les Phéniciens. La troisième, elle vient d'un archéologue français qui s'appelle Maurice Dunant, qui lui a réalisé des excavations entre 1920 et 1975, si je dis pas de bêtises, 1924 à 1975 pour être exact, à Byblos, et a émis l'hypothèse que les Phéniciens descendent des Cananéens, qui sont un peuple plus ancien encore que les Phéniciens, qui existait sur tout le Moyen-Orient, pratiquement toute la zone du croissant fertile en quelque sorte, et qui parlait une langue sémitique comme les Phéniciens, comme les Hébreux. Et je vais m'arrêter là parce qu'il y a d'autres choses que je dirai, mais plus tard. La dernière, elle est proposée par celui que je pourrais, à titre personnel, considérer comme l'homme qui a posé les Phéniciens sur une carte et sur une timeline,
sur un ordre chronologique, une timeline, qui s'appelle Sabatino Moscati, avec Sandro Filippo de Bondy. Donc c'est deux archéologues italiens qui ont émis l'inverse exact de ce qu'a proposé Gerhard Herm, à savoir que les peuples de la mer n'ont pas conquis les cités du Levant, mais ont conquis aux alentours. Il s'avère que deux théories sont fausses et deux théories sont justes, parce que il y en a deux, les deux théories qui sont justes doivent aller ensemble. Les théories qui sont fausses, c'est Hérodote, comme je vous l'ai dit, et celle de Gerhard Herm, parce qu'en fait, les peuples de la mer n'ont jamais vraiment conquis les cités du Levant. On n'a aucune trace de destruction pendant la période de la fin de l'âge de bronze, la période où on sévit les peuples de la mer. Dans ces cités, en tout cas, on a des traces de destruction dans d'autres cités plus enfoncées dans les terres, mais pas dans ces cités-là. On sait également que les Phéniciens parlaient une forme de langue sémitique un peu différente des Cananéens, à terme. Mais on sait aussi qu'ils descendent, et qu'ils se disent descendre des Cananéens. Ça fait un lien. Ça fait un véritable lien. Donc les théories qui sont justes, celle de Maurice Dunant, déjà d'une, et celle de Sabatino Moscati et de Sandro Filippo Bondy, parce qu'en gros, les peuples de la mer, en plus, auraient pu plutôt être s'assimiler avec les Cananéens qui existaient dans ces cités. Et de là, ça pourrait avoir donné naissance aux Phéniciens. Je dis pourrait, mais on a quand même quelques preuves de différentes cultures pendant cette période-là et juste après, qui nous sont ressorties par des fouilles archéologiques. Ce qui sous-entendrait qu'il y a eu un mélange de population, un melting pot en quelque sorte. Mark Woolmer, l'auteur d'un des livres que je vous ai montré plus tôt, expliquait aussi que ces deux hypothèses-là pouvaient se comprendre, étant donné que les cités-États étant sur la côte méditerranéenne, elles étaient beaucoup plus exposées aux changements sociaux et sociétaux, et étaient bien plus immunisées face à ça, ce qui pourrait expliquer encore une fois l'assimilation et la résistance en quelque sorte au peuple de la mer. Il n'y a pas vraiment eu de résistance parce qu'il n'y a pas eu de traces de siège, comme je vous ai dit, ni de traces de destruction. Mais ça soulève quand même la question de... Ils étaient au fait de ce qui se passait. Et donc ils ont pu réagir différemment. Donc, petit aparté quand même, pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé avec les Phéniciens et les Cananéens, pourquoi il s'est passé le désastre de la fin de l'âge du bronze. La fin de l'âge du bronze, elle a vu une explosion du commerce et des échanges entre différentes civilisations. Je parle des Minoens, des Égyptiens, des Hittites, il y avait les Cananéens, bien sûr, et il y avait d'autres civilisations que je n'ai plus en tête. Je crois même que les Grèces mycéniens existaient, mais peut-être que je me trompe, donc je ne veux pas trop m'avancer. On ne sait pas vraiment encore quelles sont les véritables causes, l'élément déclencheur de l'effondrement de l'âge du bronze. Ce qu'on sait, c'est que plusieurs facteurs y ont contribué. Il y a eu des catastrophes naturelles, des guerres, une instabilité de manière générale tout autour du bassin méditerranéen. Les Minoens sont éteints simplement parce qu'ils n'avaient plus de ressources. Ils reposaient énormément sur l'import d'autres ressources. Il y a eu cette histoire avec les peuples de la mer qui ont fait que ça a contribué à... ça a joué pour l'instabilité de la zone. Ils ont conquis, je crois, plusieurs empires, dont les Hittites, ils les ont renversés complètement. Les seuls à avoir vraiment résisté, c'était les Égyptiens, mais parce qu'ils se sont renfermés sur eux-mêmes et qu'ils ont abandonné leur position qu'ils avaient dans le Levant. Et je crois qu'il y avait aussi les Babyloniens, si je dis pas de bêtises. C'est tellement un bazar. Respectueusement, c'est tellement un bazar, des fois, la Mésopotamie, que je me souviens jamais vraiment, faut que je revoie. Donc, on va passer directement au second point, qui était la navigation. Qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient si bons ? Et ça, ce qu'on sait, c'est que toutes les civilisations qui étaient contemporaines, et même les civilisations futures, mais d'un futur proche aux Phéniciens, ils targuaient jamais d'éloges à leur sujet par rapport à la navigation. Ils en profitaient souvent pour lancer des pics sur la piraterie, mais ils n'ont jamais dénigré la capacité des Phéniciens à naviguer. C'est dû à plusieurs raisons. Déjà d'une, ça vient pas que d'eux. Ils n'ont pas attendu de devenir des Phéniciens pour se dire c'est bon, maintenant on peut naviguer. Les Cananéens étaient déjà très très bons là-dedans. Un des exemples les plus parlants là-dessus,
Et de manière générale, c'est un exemple très intéressant pour beaucoup de choses, comme l'échange, les ressources qu'il y avait à l'époque, et la situation juste avant la fin de l'âge de bronze. C'est l'épave d'Uluburun. Peut-être que je le prononce mal, je suis désolé. L'épave d'Uluburun, c'est un bateau qui a été retrouvé vers les côtes d'Uluburun en Turquie, et qui est rempli de différentes ressources qui étaient destinées à faire des échanges. C'est très simple, hein. Il a été découvert en 1982 et il date du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Donc d'une époque où les Cananéens existaient en quelque sorte. Ce qui est fou, ce que je trouve quand même super cool, un peu fou, c'est que pratiquement toutes les civilisations majeures avaient certaines de leurs ressources dans ce bateau, dans cette épave. Ce que j'ai extrait du coup du Oxford Handbook, c'est qu'on a trouvé des lingots de verre, de l'ivoire d'éléphant et d'hippopotame, des œufs d'autruche, des bijouteries, des bijoux qui venaient de Syrie, donc de la zone d'influence cananéenne, de la zone où habitaient les Cananéens, et de la faïence, et des sceaux assyriens et kassites. Kassites, c'est une autre civilisation, j'en sais encore très très peu, je sais que j'allais chercher un petit peu. Mais là, mets-y sur une map, voilà, merci. Un scarabée doré de la reine Néfertiti. Donc comme je vous ai dit, on a des traces de la civilisation assyrienne, kassite, égyptienne et cananéenne. Ainsi que peut-être d'autres, parce que les ivoires d'éléphants et d'hippopotames, tu ne trouvais pas ça partout. Loin de là, fallait aller en Afrique. Alors, c'est bien sûr, hein, c'est pas le... c'est pas le... C'est pas la cerise sur le gâteau, c'est pas le diamant de la collection, hein, tout ce qu'ils ont retrouvé. Non, c'était les... Pardon, c'était les 10 tonnes de lingots de cuivre et la tonne de lingots d'étain. Ouais, la flottabilité des bateaux, c'est pas pour rigoler. Ça a jamais été là pour rigoler, ok? Ils ont aussi trouvé 149 pots remplis de résine de térébenthine, je crois que c'est ça. Si c'est pas ça, quelqu'un va corriger, j'en suis sûr. Et cette résine a été utilisée comme préservant. Préservant? Bah oui, parce qu'en fait, mon script est complètement en anglais. Et donc, quand je lis preservative, je vais pas dire préservatif, parce que c'est pas du tout le terme. J'aurais dû dire conservateur. C'est un agent... cette résine, c'est un agent conservateur pour le vin. Bah oui, en fait, j'en oublie ce dont il faut que je parle absolument, à savoir l'étain. Pour ceux qui savent comment les métaux fonctionnent un petit peu, l'étain, c'est le matériau principal qu'on utilise avec le cuivre pour faire du bronze. Historiquement, avant, ils utilisaient une forme d'arsenic, sauf que quand ils ont vu les dégâts que ça pouvait faire, et accessoirement que l'étain était bien plus simple à travailler, ils ont fait un switch sur l'étain, plutôt que de l'arsenic. Mais il y a des très très belles œuvres, je crois même faites par des Phéniciens, je vous en pose par là, si j'en trouve, qui ont été réalisées avec du bronze à l'arsenic. C'est vraiment passionnant. J'espère que vous êtes aussi passionné que moi. Peut-être pas, mais c'est pas grave, c'est ok. On est tous des geeks sur certains trucs. 45 ans, putain. Non, ce qui est intéressant par rapport à l'étain, c'est que quand j'ai commencé mes recherches, j'ai vu une première vidéo qui expliquait que les Phéniciens avaient découvert l'Angleterre grâce à l'étain. Il faut savoir deux choses, c'est que la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, déjà, ce sont deux zones maritimes complètement différentes. Ça veut dire complètement différentes dans la manière de la naviguer. Il aurait fallu traverser la Manche, parce que les mines d'étain qui sont attestées de l'Antiquité viennent des Cornouailles, de la région des Cornouailles. C'est basiquement en pleine mer. Alors oui, les Phéniciens ont un petit peu longé la côte atlantique sud.
en Afrique, pas vraiment en Europe, ils sont arrêtés au Portugal. Je pense qu'il y a eu des faits, il y avait des choses qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas vraiment naviguer jusqu'en Angleterre. Mais pour ceux qui sont quand même dubitatifs, j'ai trouvé une étude, je vous mets le lien juste là, de toute façon, comme pour les livres et comme pour toutes les sources que j'ai pu citer jusque-là, elles seront dans la description juste en bas si vous êtes très curieux. Ce que je vous encourage à les vérifier parce que, même si vous n'êtes pas des experts, c'est toujours intéressant de voir ce que des experts sur certaines questions et certaines disciplines peuvent réaliser. C'est admirable. Cette étude, elle a été menée justement sur l'épave de Loup-Bourgogne, parce qu'on pensait que cet étain venait d'Angleterre. Bah c'est pas le cas. Non, il vient de Turquie et d'Asie centrale. Pour l'information, l'Angleterre a été découverte bien plus tard, en 500 avant Jésus-Christ, par un navigateur punique qui s'appelle Imilcon, qui a été mandaté pour explorer de nouvelles terres tout en longeant les côtes. Les Puniques avaient peut-être des technologies différentes en termes de fabrication de bateaux. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Juste avant ça, on a quand même aussi d'autres épaves qui ont été retrouvées, qui sont extrêmement intéressantes parce qu'elles contiennent, comme l'épave d'Ashkelon, qui, si on en voit l'épave, oui, juste là, aurait contenu du vin. On a aussi celle de Mazzaron qui transportait des lingots de plomb. La construction qu'utilisaient les Phéniciens, c'était le joint phénicien. Bougez pas, je vous traduis tout ça parce que sinon, même moi, ça va être compliqué. La technique du joint phénicien, c'était une technique qui s'apparentait à une technique de construction qu'on utilise en maçonnerie qui s'appelle le verrouillage par mortaise et ténon. Basiquement, le principe, c'est que la planche va jouer le rôle de mortaise, le ténon va généralement s'imbriquer dans la mortaise, parce les deux sont prévus pour solidifier l'ensemble. Dans le cas des Phéniciens, la planche entière, toutes les planches, toutes les grandes planches, il faut y visualiser les planches dans la longueur. C'était des mortaises, et ils inséraient des petits rectangles de bois qui servaient eux de ténon, qui étaient ensuite tenus par goujon. Goujon serait le terme le plus exact. Alors, au-delà de la technique phénicienne, de manière générale, cette technique-là de mortaise et de tenon, elle a été très très utilisée dans l'histoire en maçonnerie. Elle a été moins utilisée, je crois, pour de la construction maritime. Je sais que par exemple les Dakar que les Vikings faisaient étaient complètement différents. Néanmoins, j'ai pas encore toutes des techniques en tête, et peut-être que je me trompe. C'est pas trop grave. La technique de mortaise et ténon est toujours utilisée aujourd'hui parce qu'elle est, même si elle demande du temps, elle est plutôt solide. C'est quelque chose ça donne quelque chose de plutôt très robuste. Dans le cas des gens phéniciens, c'était encore plus renforcé par les goujons. C'était un processus qui était assez long quand même à créer. C'était pas les bateaux phéniciens n'étaient pas les plus courts à assembler, mais ils étaient extrêmement robustes pour la mer Méditerranée et ils étaient parfaitement adaptés justement à cette mer-là. Aujourd'hui, je crois qu'il y a quelques personnes qui ont recréé ce genre des bateaux phéniciens avec ce type de construction, ce qui est incroyable. Au-delà de ça, oui, il était robuste, parce que, petite anecdote, Uluburun, l'épave, c'est estimé que le cargo, ça faisait 50 tonnes. 50. Après, quand on sait que les pierres qui ont servi à la construction des pyramides, qui devaient peser plus que ça, étaient transportées par bateau sur le Nil, ça fait du sens. La flottabilité des bateaux, c'est vraiment pas des lol. C'est tout. Désolé, j'oublie à chaque fois. Ça va nous mener à quoi ? Parce que là où il y a des bateaux, il y a de l'échange. Et il y a peut-être des colonies. Donc, là, on va attaquer un des chapitres les plus longs. Peut-être même le plus chiant. Un peu relou. Un peu relou.
On va du coup parler de ce que les Phéniciens exportaient et importaient, et les colonies qu'ils ont pu créer tout au long de leurs explorations autour de la mer Méditerranée. On sait qu'ils ont produit pas mal de choses, des poteries forcément, ce qui a donné un mouvement d'art dont on parlera plus tard. Des poteries qui pouvaient autant un temps être décoratives, un temps être utilitaires. Ils produisaient aussi de la faïence. C'est des choses qui sont assez basiques pour l'instant. Je crois qu'ils produisaient des billes de verre, mais ça, je suis plus tout à fait sûr. Ils produisaient pas vraiment de... Ils exportaient pas vraiment de métaux, ils en importaient beaucoup. C'était une... Les Phéniciens n'ont jamais été très très riches en termes de métaux. C'est pour ça qu'ils ont pas mal colonisé quand même à des endroits où il y avait parfois une abondance de métaux à disposition. Vous le verrez juste après. Bâtiment, il y a deux choses pour lesquelles ils sont très très connus. Premièrement, c'est le bois. Le cèdre libanais, il est encore connu aujourd'hui. Hein. Déjà, je trouve que c'est un arbre magnifique. Mais plein de photos d'arbres là, partout là. C'est un arbre qui est magnifique, ok? Je m'y connais pas en arbre, mais lui, il est super beau. Il est... S'il y avait une tier list des arbres, pour moi, il serait presque... Sinon, il serait S tier, parce que juste à côté, tu aurais le pin boule parce qu'il est super drôle, et le séquoia parce qu'il est magnifique. Hein? Je sais pas si vous voyez. Ensuite, juste en dessous, tu aurais le saule pleureur, parce que le saule pleureur, c'est vraiment sous-estimé, le saule pleureur. Sous-coté. C'est trop beau, c'est grave beau. Donc, ce bois, il l'exportait énormément. Hein. Il l'exportait beaucoup à l'Égypte. On sait que Byblos et les Égyptiens avaient des relations très privilégiées. Je crois que c'est ce qu'en témoignent les lettres d'Amarna. C'est tout un recueil de documents qu'ont créé les Égyptiens. Et parmi ces documents d'Amarna, donc ces lettres, on a un document qui relate de l'import de bois phénicien en Égypte. On sait qu'ils l'utilisaient, que les Égyptiens par exemple l'utilisaient pour beaucoup de choses, comme dans des supports pour des chambres funéraires. Tiens, Gizeh. Pyramide de Gizeh. Pyramide de Giza. Peut-être Giza. Ouais, pyramide de Giza. Bref. Pour les pyramides. Et l'autre point, ça c'est je crois qu'en français c'est le... C'est encore plus stylé en français. Parce qu'en anglais ça s'appelle Tyrian Purple. C'est cool. Mais en français on a pourpre de Tyr. En gros, le pourpre de Tyr, c'était une coloration naturelle, donc pourpre, très joli. Une photo du pourpre de Tyr, voilà. Le pourpre de Tyr, c'était une couleur qui, au-delà d'être très très belle, est très royale quand même. Hein. Est extrêmement compliqué à obtenir. On l'obtenait en extrayant du mucus de certains escargots marins. Par exemple les murex, en fait c'était de manière générale en fait ce qu'on pourrait donner c'est les murex brandaris par exemple, juste là, ici là, devant mon visage. Peut-être que je vais parler avec ça devant ma bouche, devant moi tout le long de la vidéo, on sait pas, ce sera pas le cas. Alors il y a un historien, qui est mort d'ailleurs depuis, paix à son âme, il est mort en 2018, David Jacobi, qui dans son article, je vais vous le dire en anglais parce que je le traduirai en français parce que ce sera plus simple, je le traduirai en français quand je ferai le montage, parce que sinon, non, bref. Silk Economics and Cross-Cultural Artistic Interaction, Byzantium, the Muslim World and the Christian West. La prononciation anglaise était dégueulasse parce que je me suis pas exercé, c'est pas grave. Bien sûr, la source, ici, en bas, partout il y a la source. Il a cité clairement que 12 000 escargots de l'espèce Murex brandaris, ça donnait pas plus de 1,4 g de colorant pur. Il a comparé ça il compare cette quantité à le pouvoir de colorer seulement le bord, le bout, le bord là d'un habit. Il y avait des capes entières en pourpre de Tyr. Je veux même pas imaginer.
Bref, super intéressant. Le process pour extraire le mucus est extrêmement compliqué. Enfin complexe, plutôt compliqué. Je crois qu'il a été... ils l'ont quand même... Ils ont exporté ce savoir-faire à d'autres civilisations, et ça... Enfin voilà. Et ça donne quand même une couleur qui a été réputée pendant toute l'Antiquité parce que tout le monde s'arrachait cette couleur. La royauté portait du violet parce qu'il était compliqué à avoir et très très cher. Très très cher et très très rare. Rare du fait de la production, pas rare par la disponibilité. Bien entendu, au-delà d'export, ils ont aussi de l'import. Et l'import, ça concernait surtout des métaux. Et donc, pour faire du bronze ou faire d'autres sortes d'alliages de l'époque. Vu qu'ils n'avaient pas vraiment toutes les ressources nécessaires, à un moment, ils sont tournés vers la colonisation. Donc, pour la colonisation, on va aller très simplement. Là, il y a une carte de la Méditerranée. Là, il y a la Phénicie. Il y a les... Ouh, j'avais failli dire la Phénicie. Quelle erreur, quelle erreur. Au niveau du Liban, il y a les cités-États. Et on va aller d'est en ouest. Basiquement. Donc, on va commencer par la Chypre. En Chypre, il y a eu un royaume qui avait... un royaume cyprio-phénicien. Parce qu'il y avait des inscriptions bilingues du langage chypriote et du langage phénicien. Il y avait des temples dédiés aux dieux de chaque civilisation. Ce royaume, c'est le royaume de Kision, qui a duré jusqu'à 312 avant Jésus-Christ. Parce que pendant la conquête, une fois que une grande partie du monde qui connaissait à l'époque avait été conquis par Alexandre le Grand, la Grèce hellénistique, sous Ptolémée, a fait exécuter le dernier roi du royaume de Kision. Le roi s'appelait Pumayaton. Après ça, on n'a pas vraiment on n'a plus vraiment de traces des Phéniciens sur l'île. On sait qu'ils ont laissé beaucoup de poteries, de rites funéraires et de sanctuaires en quelque sorte. De manière générale, la Chypre, c'est une super bonne île à étudier. Il y a beaucoup de choses qui s'y sont passées, beaucoup de choses qui ont été faites, c'est super cool, super intéressant. C'est un bon trou de lapin. Ensuite, on va aller plus vers la Grèce. On sait que les Phéniciens étaient installés au nord de l'île de Rhodes. On y a trouvé des traces de contenants qui servaient à justement contenir du parfum. On a aussi trouvé forcément des poteries. De manière générale, c'est un pattern qui se répète. On trouvera des poteries de partout. C'était l'époque, c'était le moyen le plus simple d'avoir un vrai contenant. Donc, tout le monde utilisait des jarres et des amphores, de la terre cuite, des poteries en terre cuite. Pourquoi je dois faire quelque chose de si difficile alors que c'est si simple ? On a également trouvé des cimetières en Crète. On a trouvé l'indice le plus flagrant qu'on ait, c'est une cité qui s'appelait Piréus, où des inscriptions qui étaient bilingues grecques et phéniciennes honoraient la cité de Sidon. Sachant que cette cité était pas loin d'Athènes. Ensuite on redescend, on va en Libye, de ce pays-là. Vous connaissez la capitale de la Libye ? Non ? Oui, non ? Tripoli. Tripoli, ça veut dire 3 cités, basiquement. Les 3 cités d'origine ont toutes les 3 été fondées par les Phéniciens. Donc on a quoi ? Leptis Magna, on a Oea et on a Sabarta, sachant que les 3 avaient une fonction particulière. De manière générale, la plupart des colonies avaient un emplacement stratégique du fait de leur position en mer Méditerranée ou sur les côtes, ou du fait des ressources qu'il y avait à proximité. Dans le cas de Leptis Magna, par exemple, c'est que ça se finissait, cette ville, c'était la fin de la route qui menait jusqu'à l'oasis de Gadamès. Donc, des potentiels échanges commerciaux, à nouveau. OEA, on sait pas grand-chose sur pourquoi ça a été créé, vu que c'est sur la côte déjà de base, mais on pense aussi que ça a servi de lieu majeur d'échange avec les Amazirs.
Les Amazirs, c'est quelque chose dont je parlerai beaucoup plus tard. C'est un peuple que nous, Français, on a eu l'habitude d'appeler berbère, qui historiquement s'appelle Amazir. Pose verre d'eau, vas-y, j'ai soif. Wouh! C'est bien de boire. La dernière cité, donc Sabarta, elle servait. Enfin, elle a développé une véritable industrie d'huile d'olive, et d'olive de manière générale. Et vas-y, oui. Sans olive, y a pas d'huile d'olive, hein! Putain! Je suis un idiot! On va passer à la Sicile. La Sicile, c'est l'île de toutes les convoitises, j'ai l'impression, dans l'Antiquité. Tout le monde la voulait, tout le monde. Jusqu'à ce que les Romains ils s'en emparent et ils la laissent à personne d'autre. Jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Bref, c'est l'île de toutes les convoitises. L'île de la tentation. On sait que les Phéniciens étaient partout en Sicile, absolument partout. Je crois qu'ils ont vraiment cohabité avec les 3 peuples originaires de Sicile en quelque sorte. Ces 3 peuples, c'est quoi? C'est les... Il faut que je prenne la version française. Il y avait 3 peuples en Sardaigne, les Sicules, les Sicanes et les Élimes. Ces 3 peuples cohabitaient relativement pacifiquement, il y avait eu des guerres ça et là. Tout a changé quand, après les Phéniciens, sont arrivés les Grecs. Ça dépend des endroits, mais en fait, les Grecs ou cohabitent avec les Phéniciens ou se battent. Et dans le cas de la Sicile, ils sont battus, à tel point que les Phéniciens se sont repliés sur la seule cité qu'ils avaient construite, celle qui deviendra par la suite Palerme, qui à la base était... Ouais, comme ça c'est mieux. Vous l'avez compris, ou pas, Ziz, qui se traduit en quelque sorte par fleur, ce qui est mignon. C'est très mignon. En fait, les Phéniciens, ils ont continué à être présents sur cette île jusqu'à ce que Carthage la reprenne complètement, auquel cas ils sont développés, et derrière ils en sont partis, bien entendu, quand Carthage a perdu la Sicile suite à la première guerre punique. Alors c'était le sujet de la première guerre punique. On va juste petit crochet comme ça là, à Malte, on sait que les Phéniciens y ont été, on a beaucoup de traces d'urnes funéraires, si je dis pas de bêtises. Non, c'est des centaines de tombes, c'est basiquement pareil. On sait aussi qu'il y avait un temple qui avait été dédié à Astarté. Est-ce que ça se dit comme ça en français? Astarté, exactement. Astarté, c'est le nom grec. Ouais, non, Astarté, c'est une déesse phénicienne. Ça a été hellénisé en quelque sorte, ça a été rendu grec. Le nom en anglais, c'est Ashtart. Également, c'est là que Moscati a fait quelques fouilles archéologiques, mais on sait aussi aujourd'hui que les Maltais parlent un langage sémitique. Non, sémitique. Les Maltais sont Non. Les Maltais ont hérité en quelque sorte du phénicien. C'est une forme bien plus moderne du phénicien. C'est une des langues sémites les plus parlées au monde. 400 000 utilisateurs. Bon, c'est quand même en dessous des Hébreux par exemple, mais bon, bref, vous m'avez compris. Maintenant, on remonte en Italie. Parce que, ouais, si tu reprends la map, le bateau il est parti en cacahuète. Hein. Donc en Italie, on va au niveau de Naples, à savoir que l'Italie était déjà à l'époque habitée par les Étrusques, avec lesquels les Phéniciens faisaient beaucoup d'échanges, ce qui a mené à une île qu'on appelle en anglais Pithekoussai, je pense qu'en français c'est pareil. Cette île-là est devenue une cité multiculturelle entre Grecs, Phéniciens et Étrusques, où les 3 commerçaient tranquillement. De manière générale, quand les Phéniciens tombaient sur de nouvelles civilisations, ils ne cherchaient pas à les subjuguer militairement parlant, très loin de là, ils cherchaient simplement à échanger avec eux, c'était leurs seuls intérêts. Faut penser un peu comme... C'est une civilisation, faut l'imaginer comme ayant toujours un quartier dans les grandes villes de l'époque. À Athènes, il y avait forcément un quartier phénicien, sans doute. Faut le voir comme ça en fait. C'est des gens qui fondamentalement ne font pas la guerre, ils vont simplement essayer d'échanger et faire du commerce. C'est cool, c'est marrant. Maintenant, on va aller en Sardaigne. La Sardaigne, c'est comme la Sicile. On sait que les Phéniciens ont été tout autour. Tout, partout en Sardaigne. Pratiquement tout a été... Enfin, ils sont installés à de nombreux endroits. Ils ont
beaucoup cohabité avec la civilisation nuragique. La civilisation nuragique, du coup, c'est une civilisation qui est native de l'île de Sardaigne. Ils étaient connus pour leurs tours, on appelle ça des nurags, nuraghe en anglais. Et dans ces nuraghe, on a trouvé des objets funéraires phéniciens, ou des objets avec d'autres utilités, des statuettes en bronze par exemple. Il y avait un véritable échange de connaissances et de culture entre ces deux peuples, et de manière générale, les Phéniciens, on sait qu'encore une fois, il y a des poteries de partout. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les poteries qu'on a retrouvées. Curieusement, ils sont pas allés en Corse. On va retourner en Afrique de spi là pour aller en Tunisie, Algérie, Maroc. La Tunisie, on sait pourquoi, hein, Carthage. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps que ça, Carthage c'est pour plus tard. L'Algérie, on sait qu'il y a quelques fouilles qui ont été réalisées avant l'indépendance de l'Algérie. Après ça, on n'a pas trop de traces, à part pour une ville qui s'appelle Tipasa, mais on pense qu'aujourd'hui c'est plus une colonie romaine qu'une colonie phénicienne. Par contre, on sait que il y a un site qui s'appelle Rousse-Chigan, qui est la première colonie phénicienne en Algérie. On a aussi d'autres sites comme Mersa Madak ou les Andalouses. Ensuite, on va finir avec le Maroc, parce que c'est super intéressant quand même. Ils sont allés jusqu'au Maroc, mais la côte atlantique. Je vous ai dit tout à l'heure que ils sont pas allés jusqu'en Angleterre, ça c'est sûr, mais ça leur a pas empêché de longer les côtes. Et ils ont fondé la ville d'Essaouira au Maroc. À l'époque, ça s'appelait Mogdoul, si je dis pas de bêtises. Oui, Mogdoul, et ensuite c'est devenu Mogador. C'était la limite, l'absolue limite des colonies phéniciennes. Ils sont jamais allés plus loin. La civilisation punique, Carthage est allée beaucoup plus loin, parce que Carthage, on a des traces d'eux apparemment jusqu'en Guinée équatoriale. Donc c'est pas des traces. Ils seraient allés jusqu'en Guinée équatoriale. C'est immense, c'est super grand. Il y a même une théorie qui met en évidence le fait que les Carthaginois auraient peut-être fait le tour de l'Afrique. Seraient partis du Levant, et ils ont fait le tour de l'Afrique, jusqu'à la mer Rouge en quelque sorte. Impressionnant, encore une fois. Je sais pas à quel point c'est vrai. Je sais que c'est dans ce bouquin-là. Je sais pas à quel point c'est vrai. Mais si c'est vrai, oh là là, monumental. On sait aussi qu'ils ont fondé la cité de Lixus, encore une fois au Maroc, entre le 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ. Là-bas, on y a trouvé un temple qui est dédié à Melkart. Melkart, c'est un des dieux les plus présents dans la religion phénicienne. Juste après, on va s'en occuper. On passe maintenant aux 3 dernières destinations. La première d'entre elles étant Ibiza. C'était pas pour faire la fête, non, c'était simplement que c'était une position purement stratégique. Ils étaient en plein milieu de l'ouest de la Méditerranée. Ils avaient basiquement accès à tout. Ibiza avait quand même quelques ressources, puisqu'il y avait des plaines, je crois que ça s'appelle des plaines salines. Peut-être que je me trompe. Il y avait aussi quelque chose qui s'appelle alors en anglais c'était galinas, mais en français, je pense que c'est des galènes. Voilà, c'est mignon, galènes. Les galènes, alors des galènes qui auraient dû comporter du plomb et de l'argent, pas les pièces. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que ces galènes, ça ressemble aux nodules polymétalliques, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est bien le terme. Contexte, quand j'étais en dernière année de master, j'ai dû faire un mémoire de fin de master. Mon mémoire, je l'ai choisi de parler de l'impact et des possibilités qu'avait l'État français concernant les terres rares. Les terres rares, c'est un ensemble de métaux qui servent dans différentes industries de pointe et qui sont de plus en plus importants aujourd'hui. Tout le contexte géopolitique actuel de tension qu'il y avait entre les États-Unis et l'OTAN était simplement parce que le Groenland regorge de ces terres rares. Les États-Unis n'en ont pas tant que ça. C'est pas distribué équitablement, et c'est la Chine qui a le monopole, un quasi-monopole en termes de distribution des ressources. En termes de production, ils ont un monopole, ça sert à rien de le dire autrement. Ça me faisait penser à ça, les nodules polymétalliques, aujourd'hui on en trouve dans certaines parties du globe. Ce qui est super marrant, c'est que les parties du globe où on les trouve le plus, c'est dans l'espace maritime français. Voilà. Il a même trouvé un vieux document un document en japonais, qui parlait d'un robot qui tapissait le sol marin pour aspirer ces nodules-là. Si je le retrouve, je pense pas, mais si je le retrouve, je le mets.
mais je suis pas sûr de trouver. C'est complètement hors sujet, mais c'est intéressant aussi. Bref, on passe à la péninsule ibérique, donc l'Espagne. Bien sûr, le Portugal, je le garde pour juste après, 2 secondes, ça va. L'Espagne, ils sont établis un peu partout en Espagne, sur les côtes. Mais ce dont je vais parler surtout, c'est de leur lien avec le royaume de, en anglais, Tartessos, en français, Tartessos. Donc Tartessos, c'était quoi? C'était un royaume qui existait en Espagne, près des mines d'argent qui constellaient la péninsule, enfin l'Espagne, l'actuelle Espagne à cette époque-là, et qui faisait énormément de commerce avec les Phéniciens. On sait qu'il y a eu des échanges de poterie, ce genre de choses. On sait surtout que les Tartessos a disparu du jour au lendemain. On ne sait pas ce qui est arrivé. Encore aujourd'hui, c'est un mystère pour beaucoup. On sait en tout cas que les Phéniciens avaient des contacts avec eux, ça c'est sûr et certain. Donc basiquement, maintenant on peut vraiment voir qu'avec les mines d'argent que possédaient les Tartessos, les Phéniciens, ils ont choisi délibérément de s'installer à proximité pour justement bénéficier aussi de ces échanges. Le dernier endroit dont je vais traiter, oui, ils sont pas allés en France. Avant que vous vous posiez la question, non, ils sont pas allés en France. Bien sûr que je l'aurais mis s'ils étaient allés en France, ils y sont pas allés. C'est sûr que je te le dis. Donc au Portugal, on ne sait pas vraiment s'ils sont établis. Ce qu'on sait, c'est qu'on a retrouvé beaucoup de poteries. Ça fait beaucoup. Là, c'est lourd. Un peu partout. Ce qui nous mène à quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a trouvé aussi des traces de formes d'art hybrides. Ce chapitre sur la culture matérielle et les cités des Phéniciens, on va tout de suite attaquer parce que je venais de dire juste avant. La période orientalisante, c'est quoi? La période orientalisante, c'est une période qui est caractérisée par un échange et une assimilation d'une forme d'art venant de l'est de la Méditerranée. Quand je dis l'est de la Méditerranée, c'est pas forcément le Levant, c'est aussi l'Égypte, l'Anatolie, la Chypre, la Syrie et la Mésopotamie. On sait que, entre parenthèses, les civilisations les plus développées, entre parenthèses, se situaient par là-bas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de civilisation développée à l'autre bout de la Méditerranée, c'est simplement qu'on les connaissait moins. Et ce qui s'est passé, c'est quand les Phéniciens ont fait des échanges, il y aurait eu du coup ces échanges de poteries, des poteries parfois artistiques. Ça a mené justement à une forme d'hybride entre l'art natif de tel ou tel peuple et l'art phénicien. Ça en vient aujourd'hui, le problème c'est qu'on parle d'une dichotomie, parce que ça contribuerait à creuser l'écart entre l'ouest et l'est méditerranéen, et ça servirait simplement à mettre en avant la Grèce archaïque. Je suis absolument pas d'accord avec cette critique de la période orientalisante, parce que je pars du principe que c'est des gens juste qui sont appropriés ça, qui ont vu cette période-là, et qui se sont dit « Ah, c'est marrant, regardez, grâce à ces cons là-bas, là, et la Grèce, ils sont devenus bien meilleurs. » C'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir, à mon avis, il faut le voir simplement comme un échange de divers mouvements d'art, comme il y en a eu une infinité depuis que l'humanité s'est dit que peindre sur une surface c'était super cool. Donc je suis absolument pas d'accord avec cette vision-là de la période orientalisante. Pour moi, c'est une période ultra stimulante entre plusieurs civilisations qui ont pu s'échanger des formes d'art. Ça a donné lieu à des styles super cool. En tête, j'ai quoi? Le style proto-corinthien et le style des chèvres sauvages. Vous aurez des photos. Au-delà de ça, bien sûr, les Phéniciens, parce que quand je parle de la période orientalisante, ça veut dire qu'ils faisaient beaucoup de poterie. Ils faisaient pas que des poteries. Ils faisaient aussi des gravures sur de l'ivoire ou sur des coquillages. Et ils faisaient également ça sur des bols en métal. Basiquement, beaucoup de surfaces qu'ils pouvaient utiliser servaient à faire des gravures. Et encore une fois, ça rejoint une pratique que faisaient énormément de civilisations, jusqu'à la nôtre, parce que la nôtre, nos assiettes, elles sont blanches. On trouve aussi, bien entendu, des formes différentes d'art, par exemple une forme hybride entre les Phéniciens et l'art chypriote, et une forme d'art phénicien grandement influencée par l'Égypte. Maintenant, on va parler de numismatique. Numismatique, c'est l'étude des pièces, des pièces de monnaie en quelque sorte. Quand j'ai dit que les civilisations de l'Est étaient plus développées, c'est parce qu'elles avaient généralement un système de monnaie. Et elles ne faisaient pas du troc, mais elles faisaient du commerce avec de la monnaie. On sait que ça a donné lieu à une compétition. On a des traces de rois perses qui s'associaient, des collabs, c'était des sneakers, qui collaboraient du coup, s'associaient avec les Phéniciens pour frapper plus de pièces,
pour faire concurrence aux Grecs. Sauf que ces pièces, c'est des petites œuvres d'art en soi, vous pouvez le voir sur les photos que je vous mets à l'écran. Je trouve que c'est un art très raffiné. Pas parce que c'est de la monnaie, mais parce que sur une petite surface, il arrive à faire quelque chose de très joli. Et du coup, ces pièces-là, forcément, de fil en aiguille, elles se retrouvent à des endroits où elles sont pas utilisées comme monnaie, mais elles sont utilisées dans une forme de troc. Et il y a des cas de rois de différents royaumes ou différentes entités politiques qui auraient gardé ces pièces pour en faire une collection. Parce que c'est pour eux des œuvres d'art. Ce qui est complètement compréhensible. Comme je vous ai dit, les Phéniciens ont aussi exporté certaines de leurs techniques, comme la technique pour extraire le mucus de certains escargots, par exemple. On va parler des cités en vite fait, hein? Parce que dans l'imaginaire populaire, les Phéniciens, c'était des gens qui vivaient que en ville. Sauf qu'il y avait bien des campagnards. Au bout d'un moment, ils devaient forcément faire leur bouffe. Sauf qu'il y avait bel et bien des campagnes, hein, forcément, ils pratiquaient quand même l'agriculture. C'est tout, j'ai rien d'autre à dire. On a quand même peu de traces de maisons phéniciennes et de savoir comment elles se déconstruisent. On a juste une trace avec une maison qui a été fouillée à Sarepta, à quoi elle ressemblait. C'était basiquement des pièces rectangulaires qui étaient toutes extrêmement formelles, extrêmement pratiques. Chaque pièce avait vraiment son utilité. De manière générale, on trouvait des cours dans chaque maison, des petites cours. L'autre variante que j'ai pu trouver, c'est que pendant la période punique, vers Carthage, il leur arrivait de convertir les pièces qui étaient adjacentes aux rues en boutiques. Les cités, on a très peu de choses sur elles. On sait très peu de choses parce qu'en gros, les cités-États qui étaient phéniciennes sont pour chacune d'entre elles, parmi les cités, les plus vieilles cités qui sont continuellement habitées au monde. Ce qui fait qu'en quelque sorte, c'est des cités construites sur d'autres cités, des cités construites sur d'autres cités, construites sur d'autres cités. Les seules fouilles qu'on a pu vraiment faire, c'était à Byblos pour une douzaine, je crois, un peu plus d'une douzaine de bâtiments, tous un peu différents. En fait, ça s'arrête basiquement là, parce que pour Tyr, c'est pareil. Tyr, déjà c'est construit sur une île, donc ça limite grandement les choses qu'on peut faire, mais en plus, on ne peut pas détruire des maisons habitées pour fouiller des maisons qui ne sont plus habitées. C'est aussi simple que ça. À Tyr, ils ont simplement sorti une nécropole et une acropole, c'est tout. Rien de plus. Donc en fait, ça avance très peu, surtout qu'à Tyr, la fouille a commencé en 2016, donc ça fait 10 ans. C'est quand même plutôt très récent. On a quand même toujours assez peu d'informations parce que c'est compliqué. Maintenant, on va passer du coup je crois que c'est l'avant-dernier chapitre. C'est donc, petite histoire, Pierre Montet. Alors, super vraiment Pierre Montet. Petite anecdote, on va sortir du contexte. Donc Pierre Montet, déjà c'est un égyptologue français qui a fouillé et qui a pu sortir le sarcophage du roi Hiram de Byblos. Il l'a sorti en 1923. Au-delà de ça, Pierre Montet est né à Villefranche-sur-Saône. Donc, pour mes petits Français qui connaissent pas trop Villefranche-sur-Saône, c'est dans le Rhône, c'est à une demi-heure de Lyon à peu près. Lyon, enfin moi je suis un peu de Lyon, ouais je suis de Lyon, mais au-delà de ça, en passant par Pierre Montet, j'ai pu apprendre l'existence d'un langage, pas lyonnais, mais d'un langage franco-provençal, aussi appelé le langage harpitan, qui était parlé à l'époque dans toute la région Rhône-Alpes, ainsi que dans la vallée d'Aoste et dans certaines régions de Suisse, et qui le sont encore parlés là-bas, surtout dans la vallée d'Aoste où ils parlent l'arpitan. Tout le monde parle l'arpitan. C'est une langue qui est en perdition en France, surtout quand tu la compares à la langue occitane, dont elle s'inspire aussi beaucoup, ou à la langue strasbourgeoise, ou même à la langue bretonne. C'est une langue qui est un peu dans le même cadre que la langue ch'timi, ce sont des langues qui se perdent, et ce serait intéressant de s'intéresser un peu plus à ce qu'elles étaient, pour pourquoi pas, les faire revivre ne serait-ce qu'un petit peu plus longtemps. Parce que ça a l'air d'être des langues qui sont super marrantes. Parce que le terme patois vient de patoès. Et patoès, c'est arpitan. Le patois, ce qu'on dit aujourd'hui le patois, ça désigne seulement l'arpitan. Ça ne désigne pas d'autres dialectes. Et c'est pour ça qu'il y a le terme dialecte. Voilà, bref.
À la base, en fait, ce sarcophage, on pensait que c'était la première preuve d'un alphabet phénicien. Et il s'est avéré en fait que c'était pas du tout le cas. Il montre d'autres choses, mais la première apparition d'un véritable alphabet, comme on pourrait le voir, ça vient du texte de Yariris de Carchemish, qui en fait qui clairement dans le texte se vante de maîtriser plusieurs scripts, plusieurs écritures, et donc plusieurs langues. Ce qui est intéressant, c'est que ces scripts-là, on les retrouve un peu partout au Moyen-Orient après ça. Là, ce texte, il date du 9e siècle, si je dis pas de bêtises. Ouais, du 9e siècle. Sachant que le sarcophage date du 10e siècle, donc juste avant. Mais c'est quand même ce texte-là qui fait office de première preuve d'un alphabet phénicien. Encore une fois, la source vient de ce livre-là, qui a été écrit pratiquement, même pas pratiquement, seulement par des experts dans leur domaine. Donc j'aurais du mal à contester l'idée. Voilà. On a trouvé ça partout dans le Moyen-Orient, en Chypre, peut-être même au-delà. On ne sait pas encore tout à fait, mais il y a des grandes chances que ces scripts-là soient retrouvés au-delà. De toute façon, on a des exemples. On a aussi des exemples que les différences géographiques faisaient qu'il y avait des petites adaptations, mais au fil du temps, avec les Phéniciens, ça s'est simplifié et regroupé sous un seul et même script. Le script comporte 22 inscriptions, et on en a retrouvé, par exemple, dans la cité de Our, qui n'est pas si loin des cités phéniciennes, mais on a trouvé ça à Norastelle, en Sardaigne. C'est fou, moi j'adore. Parce qu'en fait, ce script-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on pouvait l'écrire ou de gauche à droite ou de droite à gauche. Au fil du temps, je pense que ça s'est amplifié, on ne sait pas vraiment dans quel sens ça s'est amplifié. Ce qui est important de savoir, c'est que l'alphabet arabe s'inspire aussi du script phénicien, comme l'alphabet grec, et par conséquent le nôtre, l'alphabet latin. Encore une fois, c'est trop beau, c'est incroyable. Aujourd'hui, on est pratiquement sûr que les Phéniciens ont influencé absolument pratiquement toute l'Europe et tout le monde arabe pour l'alphabet. Et ils sont pas si connus que ça, c'est ça qu'il faut. Il faut revenir à ça, quoi. Là, maintenant, on va parler du dernier gros sujet avant d'entamer la conclusion, à savoir la religion et les rites funéraires, parce que c'est une énorme partie c'est extrêmement important de parler de ce genre de choses concernant les Phéniciens. Déjà d'une, la religion, elle se rapproche beaucoup de la religion cananéenne. Alors, si vous regardez un peu d'histoire et vous aimez les cartes, Istor, que je soupçonne d'être lyonnais aussi, rien qui me donne une réponse un jour, après cette vidéo, mais Istor, qui était aussi un autre créateur de contenu sur YouTube, qui fait des très très bonnes vidéos, très intéressantes, en fait, très complètes, a défini le principe d'évémérisme. Ouais. L'évémérisme, c'est quoi? C'est une pratique théologique qui vise à faire comprendre, à expliquer que il y a dans certaines religions ce rite de un homme mort de se fait déifier. Le cas d'Hercule, c'est le cas le plus parlant. Et en fait, cette forme, cet évémérisme, on le retrouve avec Melkart. Melkart, ça veut dire en phénicien roi de la cité. Il est aujourd'hui c'est un dieu phénicien. Ça conforte beaucoup les chercheurs dans l'idée que les Phéniciens pratiquaient ce genre de rite de déifier des héros ou des rois de leur cité. On a plusieurs dieux au-delà de ça dans le panthéon phénicien. Il faut savoir que chaque cité a parfois ses propres variantes de dieux. C'est toujours Baal, le dieu principal, avec sa compagne Astarté. Astarté ne change pas vraiment de nom. Baal prend plusieurs noms composés, comme Melkart d'ailleurs. Par exemple, on a des exemples comme Baal Shamem, Baal Adir ou Baal Markod. Sachant que Baal, les dieux, généralement représentent des mouvements naturels, des événements naturels. Par exemple, on sait que Baal Shamem, il représente les tempêtes et les vents de mer. Le Mistral. Ashtar, par exemple, elle va plutôt représenter l'amour, la fertilité et la guerre. On a Melkart qui, je pense, représente les hommes, peut-être que je vais me corriger là-dessus. Et on a Mot, qui est le dieu de la mort phénicien. Là, je parle un peu de Carthage. Carthage, eux, pratiquement uniquement vénéraient Baal Ammon,
qui est représenté comme étant Saturne ou Chronos, selon si on est grec ou enfin romain ou grec, et il le vénérait en tant que roi, enfin père des rois, père des dieux, tout ce que vous voulez, en couple avec Tinite, qui elle est inspirée de Juno Caelestis. Moi, alors il y a un truc que je trouve super drôle, c'est que si vous connaissez un petit peu pas en démonologie, c'est peut-être pas le bon terme, mais si vous connaissez un petit peu la religion chrétienne, vous savez qu'il y a un démon qui s'appelle Baal. B-A-A-L. Le même nom, basiquement, que Baal, le dieu phénicien. On sait que le royaume d'Israël, non pas qu'il faut crier à beaucoup de choses, là je vous demande juste d'être factuel. Le royaume d'Israël a existé et était contemporain aux Phéniciens. On sait que les Hébreux ont existé à cette époque-là. Les Hébreux ont souvent catégorisé les rites cananéens et donc par le fait même phénicien comme des rites envers des démons. On le verra juste après. Pour un des sujets qui est pour moi le sujet le plus dur à aborder concernant les Phéniciens, on peut donc être mené à penser que Baal, il y a un rapprochement, il y a une idée. Aujourd'hui, on ne sait pas trop, donc c'est que de la théorie. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Mais c'est quand même intéressant de voir cette chose-là. Aujourd'hui, on sait aussi qu'il y avait forcément des cultes et des rituels. Hein. Les Phéniciens, c'est pas l'exception à la règle. Comme à peu près tous les peuples de cette époque-là, ils faisaient la même chose, à savoir des ablutions, de la divination, des rituels. Ces rituels impliquaient parfois des sacrifices, parfois sans sang ou avec du sang, vous m'avez compris. Parfois ils sacrifiaient des animaux, parfois non. Il faut savoir que le roi également avait le rôle de prêtre, il avait la plus haute autorité religieuse dans la cité, et c'est lui du coup qui s'occupait des célébrations. Parce que oui, il y avait des célébrations, il y en a une surtout qu'on connaît, qui s'appelle Egersis, qui célèbre la mort et la réincarnation plutôt, d'un dieu, donc de Melkart. On a aussi une autre fête qui s'appelle, je vais absolument pas le prononcer, c'est bon? C'est une menace. Et cette fête était organisée par une organisation religieuse qui s'appelait, encore une fois, je vais pas essayer. On n'a que les noms. On sait rien de plus là-dessus. On sait que c'était là. On sait que c'était un festin. On sait que les gens mangeaient. Mais c'est tout. Rien de plus. Donc voilà, on va passer au Tophet. Tophet en français, je sais pas trop. Tophet, ouais, bref. C'était les sacrifices d'enfants. Avant de continuer plus loin, je vais vous demander d'ôter votre point de vue moderne. Ok? Aujourd'hui, si je mets mon point de vue moderne, bien sûr, je me dis que du sacrifice d'enfants, c'est dégueulasse. Néanmoins, à l'époque, même si c'était quelque chose de grave, c'était quelque chose d'extrêmement rare. Il y avait une utilité pour eux de faire ce genre de sacrifice. Ok, c'était pas pour rien. Ils en jetaient pas comme ça dans les fourneaux tous les jours, parce que c'est marrant. On sait qu'il y en a eu deux sortes qui ont été établies. Une variation qui était phénicienne, qui était dédiée généralement à Baal-Hamon, et la seconde variation qui était seulement généralement faite par Carthage, qui était dédiée à Saturne et à Juno. Aujourd'hui, il y a encore des chercheurs qui cherchent, il y a encore des chercheurs qui essayent en vain de prouver qu'aucun enfant n'a été sacrifié. C'est faux. On a des os d'enfants retrouvés dans des urnes brûlées, enfin calcinées. Ça prouve quand même qu'il y a des enfants qui ont été sacrifiés. Je ne cherche pas de rigoler de ces enfants qui sont morts. Ces enfants qui sont morts parce que, qui sont sacrifiés, sacrifié serait le bon terme, ils ont été sacrifiés parce que la communauté dans laquelle ils vivaient passait une période extrêmement grave. Famine, guerre, ce genre de choses. Basiquement les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le sacrifice de l'enfant était donc nécessaire pour apporter de la chance. Pour que la communauté se sorte de cette situation. Ils tuaient pas les enfants par plaisir. Ils les sacrifiaient. Je pense que les enfants étaient révérés, et à mon avis, je crois que c'était vraiment le cas. Ils étaient révérés pour leur sacrifice, parce que c'est eux qui permettaient à la communauté de s'en sortir. C'est devenu un peu plus sérieux. C'est ce qui s'est passé pour les sacrifices d'enfants. L'autre chose qu'on peut dire, c'est les Hébreux, quand ils ont trouvé, pour la première fois, quand ils sont tombés sur ce sacrifice d'enfants, quand ils ont vu comment ça se passait, ils ont vu l'inscription qui est là
sur l'autel qui servait au sacrifice, et ils ont déduit qu'ils sacrifiaient leurs enfants à un démon qui s'appelle Moloch. Encore une fois, vous devriez le connaître. Sauf que non, parce que cette inscription, encore une fois, qui est là, c'est la même inscription avec laquelle on a déduit qu'un dieu s'appelait Melkart, ça veut dire roi. Donc bon, Yahvé, c'était aussi un roi. On peut aussi se poser la question de est-ce que les sacrifices n'étaient pas faits pour Yahvé. Enfin, dans ces cas-là, il faut aller dans les deux sens. C'est tout pour cette partie-là, parce que je vois pas vraiment ce qu'il faut dire de plus sur les sacrifices d'enfants. Oui, c'est grave avec notre point de vue moderne, à leur époque, c'était quelque chose de nécessaire parce que c'était la merde. C'est comme ça qu'il faut le voir. Encore aujourd'hui, en fait, si on régresse assez bas, nous, en tant qu'être humain moderne, il y aura forcément un fou, parce qu'un jour, on n'aura plus d'eau potable, ou ce sera vraiment la misère. Il y a un fou qui va dire, ouais, mais si vous sacrifiez un enfant, ou si vous prenez la virginité d'une gamine, et bah, vous serez sauvé. C'est un comportement qui est déjà arrivé, on a un petit peu l'exemple ici, c'est horrible de se le dire comme ça, mais c'est quelque chose qui peut arriver. L'être humain peut devenir complètement fou dans certains cas. On avait également des rites funéraires, forcément. De toute façon, c'est une des premières choses que les êtres humains modernes, les archéologues ont trouvé sur la plupart des civilisations. C'est comme ça qu'on sait que des civilisations ont existé avant nous, principalement. Les hommes de Cro-Magnon, par exemple, pratiquaient déjà des rites funéraires. Donc c'est quelque chose qui est commun à tout le monde. Dans ces rites funéraires, on distingue deux formes d'enterrement, en quelque sorte, à savoir l'incinération et l'inhumation. L'incinération est venue en première. Si je dis pas de bêtises, on a une utilisation du 9e au 6e siècle avant Jésus-Christ, et ça peu à peu été remplacé, en quelque sorte, par l'inhumation. C'est pas pour dire que l'incinération a complètement disparu, c'est juste devenu de plus en plus rare, ça a toujours été un petit peu pratiqué. Il y avait plusieurs formes, du coup, plusieurs manières d'enterrer. Pour l'incinération, généralement, on les mettait dans ce qui s'appelle des podzis, donc des puits où ils mettaient les cendres dans des urnes, où ils balançaient les cendres comme ça au fond du puits. On avait également des tombes, hein, forcément, avec des tombes qui étaient simplement creusées, ou des tombes avec des pierres, ce genre de choses. On avait également des chambres funéraires, pour les plus aisés, j'imagine, et on a des traces des monuments funéraires. Il y a la tour de Douga en Tunisie, qui est un très bon exemple, et la Casa del Obispo en Espagne. Vous avez aussi des photos là juste à côté de moi, comme ça vous pouvez voir à peu près ce que c'était. C'est vrai que c'est des monuments d'architecture, je trouve ça magnifique, hein, et c'est un immense hommage rendu à leur mort. Maintenant, on va parler d'une discipline théologique assez intéressante. Il faut juste que l'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. Et par l'étude de la fin des temps, on parle aussi de l'étude de ce qui se passe après la mort dans une religion. Dans le cas des Phéniciens, on a plusieurs informations via les inscriptions de Zinkirli. Je pense que je le prononce correctement. Bien entendu, les Phéniciens pensaient que la mort était un état de repos permanent. Beaucoup pensent que c'est ça. Encore aujourd'hui, on pense comme ça. C'est quelque chose qui ne va pas changer. Donc, ces inscriptions, elles nomment deux termes exacts pour désigner la mort chez les Phéniciens. On a d'abord le népèche, qui est l'état végétatif du corps, donc basiquement c'est la forme physique, et on a le roua, qui désigne l'âme, en fait. L'âme qui quitte le mort du défunt, l'âme qui quitte le corps du défunt, pardon, et qui rejoint l'autre monde en voyageant à travers l'air. C'est basiquement tout ce que j'ai là-dessus. Ça reste quand même assez intéressant, c'est poétique, c'est beau. Il faut savoir que les personnes qui étaient mortes étaient généralement préparées avant d'être enterrées ou brûlées. Elles étaient habillées, vêtues d'un voile, maquillées, rasées, parfois rasées complètement. Ils rasaient même les sourcils et les cheveux. Parfumées aussi. Le plus important dans cette histoire-là, c'est aussi que ils portaient, avant d'être enterrés, ils portaient beaucoup d'artefacts, des bijoux surtout. Les Phéniciens avaient cette croyance que les bijoux que portaient les vivants et les morts avaient protégé de plus en plus au fur et à mesure du temps où des gens différents les portaient. Donc ces bijoux étaient mis sur le défunt pour le protéger au début de l'enterrement et ils lui étaient retirés ensuite. Ces bijoux étaient ensuite donc passés à leur descendance pour répéter le cycle. On avait aussi beaucoup de musique de deuil et de femmes qui, je dis bien des femmes, hein, parce que c'était généralement des femmes qui s'occupaient de faire la musique de deuil et de se lamenter. On a des personnes qui faisaient des lamentations
pour pleurer le défunt. Et pendant la lamentation, il leur arrivait de s'arracher les cheveux et de se déchirer les vêtements. Ça, c'est des inscriptions qu'on peut retrouver sur la tombe d'Ahiram, le sarcophage d'Ahiram, que monsieur Pierre Montet nous a gentiment légué. Dernière chose sur les rites funéraires, c'était le festin funéraire. Peu de temps après la mort du défunt, la famille venait généralement décorer l'altar, sacrifier un animal et manger cet animal avec de l'alcool. L'intérêt, c'est que la proportion de viande était différente en fonction de ce que recevait chaque personne, enfin chaque descendant. Plus le morceau de viande était gros, plus le descendant recevait quelque chose d'important. Une part importante de l'héritage du défunt. On a basiquement fait le tour. La conclusion, comme je vous ai dit, je vous ai pas parlé de tout, les Phéniciens, en fait, ils n'étaient pas tout le temps indépendants. Ils ont été indépendants, surtout au début de l'âge du fer, juste après l'effondrement de l'âge du bronze. Mais très peu de temps après, ils ont à nouveau été conquis, ce qui faisait qu'ils étaient basiquement, ils étaient sous la tutelle d'un autre empire. Ces empires-là avaient l'habitude de leur laisser une indépendance relative. Je dis relative parce que des fois elle était très très grande, des fois pas du tout. Les derniers à avoir fait ça, c'est l'Empire perse, qui ensuite s'est fait détruire par l'Empire d'Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand a capturé Tyr complètement en construisant un pont. Je vous ai dit que c'était une île. Il a construit un pont. Le siège il a duré 7 mois. Après, en fait, Alexandre le Grand, on sait qu'il y a ils avaient beaucoup moins de liberté, les Phéniciens. Mais on sait par contre qu'ils ont vécu jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. Les dernières inscriptions en langage phénicien, elles datent de cette époque-là. Ils ont disparu peu à peu, en fait, avec l'apparition et l'adoption du christianisme dans l'Empire romain. Ils ont été juste de moins en moins importants, ils ont commencé à disparaître. Mais les Phéniciens du Levant ont vécu plus longtemps que les Phéniciens de Carthage, que la civilisation punique. Parce que Carthage, bien sûr, c'est l'héritier des Phéniciens. Mais Carthage, comme on le sait, ils ont eu une période où ils ont été complètement dominants en mer Méditerranée. Mais suite à la première et à la seconde guerre punique, ils ont perdu pratiquement toutes leurs possessions qu'ils avaient en Europe. Et Rome a bénéficié de l'armement d'un allié qu'ils avaient en Libye pour attaquer directement, pour servir d'excuse pour attaquer les Carthage. Et raser complètement Carthage. Je crois que l'histoire est un petit peu comme ça, il y a quelques petits changements. Je crois que c'était un délire de questions d'armement. Ils n'avaient pas le droit de se réarmer, les Carthaginois. Bref. Aujourd'hui, encore une fois, on connaît les Phéniciens grâce à leur maîtrise de la navigation. Mais maintenant, vous savez aussi qu'ils nous ont légué un alphabet, qu'ils avaient une religion qui leur était propre, avec des rites très singuliers. Enfin, certains de ces rites pourraient être scandaleux à nos yeux, mais il faut encore remettre le contexte à cette époque-là. Sinon, que vous dire de plus en ce qui concerne... En gros, j'aimerais bien trouver sur chacune de ces vidéos une maxime à vous donner, ou plusieurs conseils qui viennent de ce que j'ai raconté, et que vous pouvez utiliser pour reconnaître des patterns. Mon but aujourd'hui, c'est de vous faire reconnaître des patterns. Au-delà de vous apprendre quelque chose, on vit dans un monde où il est intéressant pour nous de comprendre le passé, pour voir le présent et mieux préparer l'avenir. Je crois que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont oublié aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder sur des sujets que je ne maîtrise pas vraiment ou qui ne sont pas propices à cette chaîne YouTube. Cette chaîne, ça reste histoire aléatoire, je reste Max, je reste la personne qui va vous présenter plusieurs sujets d'histoire, mais ça me tient quand même à cœur de parfois être un peu plus philosophique et psychologique avec vous, parce que je pense qu'on peut tous grandir ensemble. On peut tous se développer ensemble en quelque sorte. Qu'est-ce que j'ai trouvé de bon? Déjà d'une, toujours regardez prudemment comment les gens qui sont venus avant nous s'appelaient eux-mêmes. Ça s'applique complètement aux Phéniciens. Ça peut s'appliquer à d'autres civilisations. Si j'en trouve et que j'en fais des vidéos, je ne manquerai pas de le redire dès le début, parce que moi ce sera plus simple. Autre chose, c'est pas parce qu'une civilisation elle est vue comme perdante que forcément son histoire n'est pas intéressante ou elle est forcément fausse. On sait que les vainqueurs écrivent l'histoire. J'ai vu 2-3 fois des gens qui essayent de dire le contraire. Je suis complètement en désaccord avec ce qu'ils disent. Pour moi, l'histoire est écrite par les vainqueurs. C'est juste qu'aujourd'hui, nous, en tant que personne, on a tellement plus accès aux sources et à quelque chose de plus objectif que c'est plus difficile pour les vainqueurs en quelque sorte d'écrire l'histoire.
pour l'instant. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Encore une fois, rien n'est noir ou blanc. Là, je fais référence au sacrifice d'enfants. Rien n'est noir ou blanc, tout est gris. Non pas parce que c'est la dépression, hein, c'est simplement parce que aucune décision n'est foncièrement bonne ou mauvaise. Chacune est accompagnée de son lot d'avantages comme d'inconvénients. Il est important de prendre du recul pour se dire que tout est moralement gris. J'ai failli le dire en anglais encore une fois. Et quand vous voyez quelque chose qui vous paraît trop beau, enfin trop crazy, trop fou pour être vrai, regardez quand même, on ne sait jamais. Vous pouvez tomber sur un truc qui au final est vrai et vous imaginez même pas. C'est tout pour moi, j'espère vraiment que vous avez pu apprendre quelque chose, j'espère que cette vidéo est pas trop horrible à regarder, pas trop cringe à regarder, je pense avoir fait un bon travail, un bon début. J'ai hâte de m'améliorer avec vous. N'hésitez pas à bien sûr liker, vous abonner, commenter, activer les notifications, surtout les commentaires. J'aime beaucoup la critique constructive et je pense que j'aurais besoin de conseils de personnes qui ont peut-être parfois un peu d'expérience dans ce domaine-là pour m'aider à m'améliorer sur mes vidéos. J'espère vous avoir appris quelque chose d'intéressant, j'espère avoir piqué votre curiosité, j'espère que ce soir quand vous allez, je sais pas, voir vos potes ou voir vos parents ou voir vos enfants, vous allez leur dire « Putain, tu sais pas ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est super cool ». La prochaine vidéo, elle sortira très vite. Normalement, quand cette vidéo-là sortira, l'autre devrait sortir une semaine après. Elle sera beaucoup plus courte parce qu'elle traitera de la garde Vareg. Je vous en dis pas plus. J'aimerais beaucoup vous en dire plus, mais je vous en dis pas plus. Et puis j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une future vidéo. Très bonne journée.